Bonjour et bienvenue, monte le son si c'est pas déjà fait pour que tu puisses bien profiter de cette vidéo. J'ai une question pour toi, est-ce que tu travailles dans une entreprise qui utilise des démos pour convaincre ses prospects? Ça peut être démonstration d'un logiciel, ça peut être démo d'une méthode par exemple. Si c'est le cas, reste avec moi dans cette vidéo parce que c'est exactement pour toi que je l'ai faite. Je m'appelle Nicolas Aignon, j'anime les programmes d'accélération de libérelabête.com et dans cette vidéo, on va voir pourquoi la démo sabote les ventes dans l'immense majorité des cas. On va travailler deux sujets dans cette vidéo. Premier sujet, c'est que tu vas comprendre comment est-ce que la démo fait perdre le contrôle de la vente au vendeur quasiment instantanément. Ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, on va comprendre en quoi une démo déclenche une espèce de tempête de résistance chez les prospects dans l'immense majorité des cas. Voilà, si ça résonne, on est parti. Il se trouve que là, dans la démo, je vais utiliser plutôt comme vocabulaire le vocabulaire d'une boîte logicielle. Donc une démo d'un software pour une startup par exemple. Ça marcherait aussi très bien pour une méthode. Donc si tu bosses dans une boîte de conseil qui vend une méthode en particulier, ça marcherait très bien aussi. Et un cran plus loin, en fait, ça marche même pour les managers qui doivent vendre assez régulièrement soit des nouveaux comportements, soit des nouveaux outils à leurs équipes. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail pendant cette vidéo-là. Alors, premier sujet, en quoi est-ce qu'une démo te fait perdre au vendeur instantanément le contrôle de la vente? Pour creuser ça, il suffit de se plonger dans la démo. Remets-toi en situation, quand tu es en train de montrer ton produit, sur qui est-ce que le projecteur est braqué? Est-ce que c'est plutôt sur toi ou plutôt sur ton prospect? Si tu es en train de faire une démo, vraisemblablement c'est sur toi ou sur ton produit que le projecteur est braqué. Du coup, ça peut être agréable, ça peut être sympathique, et puis on peut se dire que c'est plutôt une bonne chose d'être un peu sur scène, là, sous les feux de la rampe. Mais concrètement, du coup, qui est-ce qui tient le projecteur, à ton avis? Peut-être que c'est le prospect. On peut voir ça à deux, trois signaux. Qui est-ce qui pose les questions? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton prospect? Peut-être que tu en poses quelques-unes, mais je t'invite à observer les prochaines démos que tu feras ou à te replonger dans les démos précédentes. Vraisemblablement, ton prospect pose beaucoup plus de questions que toi pendant la démo. Du coup, qui est-ce qui est en contrôle de la conversation? Est-ce que c'est lui qui pose les questions ou est-ce que c'est toi? Vraisemblablement, c'est plutôt lui, celui qui pose les questions. Tu vois, ce sujet, il est extrêmement simple et puis finalement, il fait déjà assez mal. Quand on est... tu as peut-être déjà ressenti ça pendant que tu faisais des démos. Est-ce que tu t'es déjà ressenti comme sur le grill ou comme peut-être même sur un ring de boxe, dans une sorte de combat, à essayer de prendre le dessus face à un adversaire qui finalement a un avantage par rapport à toi. C'est exactement ça que crée la démo. Si tu l'as déjà ressenti, on se retrouve assez vite en tant que démonstrateur dans les cordes, à devoir se défendre, plutôt qu'à être en capacité d'avoir l'initiative. Voilà, ça c'était le premier sujet. Et pour comprendre un peu plus les tenants et aboutissants et à quel point c'est vicieux de ne pas avoir le contrôle de la conversation de vente, on a besoin d'aller dans le deuxième point, qui est cette sorte de tempête de résistance qui est déclenchée par les démos dans la tête des prospects. Alors pour attaquer ce point-là, on a besoin d'ouvrir un petit peu le capot là, de la tête des prospects, on a besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur quand on leur fait une démo. Et pour ça, j'ai besoin que tu prennes conscience qu'on embarque tous dans notre tête, prospects, vendeurs, etc., on embarque tous une fonctionnalité qui s'appelle l'inconscient. L'inconscient, il a une mission très claire, c'est de détester le changement et d'empêcher le changement quoi qu'il arrive. Voilà, notre inconscient, il va utiliser ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est quelque chose qui est très très primaire dans notre tête. Dès qu'il voit un changement, il associe ça à une peur de mourir, à un danger extrêmement fort, et puis il va mettre le frein à main, mettre les crampons, les piolets, etc., pour faire en sorte que ça ne passe pas. Pour ça, il utilise une interface, si on veut, avec le cerveau conscient, que j'appelle la petite voix, je tiens ça de mon mentor. La petite voix, c'est par exemple ce qu'on entend quand on prend les résolutions de début d'année. Par exemple, cette année, tous les jeudis, je vais aller faire du sport, je vais aller courir. La petite voix, c'est ce que tu vas entendre le premier jeudi, au moment de te préparer, qui va te dire « Oh, oulala, quand même, la nuit était dure, j'ai pas très bien dormi, ça va peut-être attendre jeudi prochain, non, la première fois ?» Tu vois ce genre de petite voix, ou qui va te faire penser que ton cas est un peu spécifique, du coup que tu peux faire différemment, etc. Donc cette petite voix, c'est l'arme de l'inconscient pour influencer notre cerveau conscient. Alors tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire de démo? Eh bien, replongeons-nous dans la démo.
On a vu tout à l'heure l'angle projecteur, puis avec le fait de celui qui fait la démo qui se retrouve dans les cordes, hein, sur le ring. Là, on va voir un autre angle, on va se mettre dans la tête du prospect. Pendant que toi, tu es en train de lui faire cette démo à ton prospect, il va y avoir une espèce de bataille dans sa tête. C'est-à-dire que d'un côté, il y a son cerveau conscient, qui est en train de comprendre ce qui se passe, qui est en train d'observer la démo, qui est en train d'apprécier sans doute le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur que tu es en train de lui proposer. Peut-être même que si tu as si tu as conçu une démo qui a un vrai effet waouh, cette partie consciente du cerveau du prospect, elle est enthousiaste, elle adore ça. Alors pour info, la partie consciente, c'est 5% de la capacité du cerveau, hein. Les 95% qui restent, c'est inconscient. Lui, l'inconscient, qu'est-ce qui se passe pendant la démo? L'inconscient, il est en train de voir venir le changement, mais à plein nez et à pleine balle. Ça te parle, hein. Du coup, vraisemblablement, ce que tu montres à ce prospect, ça va changer sans doute ses façons de faire, ses habitudes, etc. Du coup, l'inconscient, il voit du changement et il panique. Qu'est-ce que ça fait, l'inconscient qui panique? En fait, il passe en mode guérilla, plus précisément, il passe en mode campagne de dénigrement, l'inconscient. Et du coup, il va injecter, à travers la petite voix, une tonne d'éléments pour faire en sorte d'influencer le cerveau conscient pour saboter le changement. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, il y a 2 salves qui vont sortir, et je pense que tu les reconnaîtras de l'expérience que tu as eue en démo. La première salve, c'est une salve de questions. Alors, légitime, pas légitime, c'est pas trop le sujet, hein. J'en ai noté quelques-unes. Est-ce que j'en ai besoin? Ça c'est ce qui se passe dans la tête du prospect. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux lui faire confiance à cette personne-là qui me fait la démo? Est-ce que ça va valoir son prix? Même si on n'a pas encore du tout parlé de prix, hein, c'est pas le sujet, il balance quand même l'inconscient. Et que se passe-t-il d'ailleurs si ce fournisseur-là, que se passe-t-il s'il ferme? Que se passe-t-il pour ma boîte, si ce nouveau fournisseur me plante? Ou que se passe-t-il pour moi qui aurais pris la décision de signer le contrat avec lui, si en fait il n'est pas fiable, quoi. Qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois le genre de questions qui sortent? Ça, c'est la première salve. Le cerveau conscient, il se retrouve déjà un petit peu noyé. Ça, on va y revenir juste après. La deuxième salve qui sort, c'est une salve beaucoup plus pernicieuse, qui est une salve d'objection. Là aussi, j'en ai noté quelques-unes. Oui, ok, je comprends bien que ça marche. Là, dans le cas de la démo, c'est très joli. Hein. Mais dans mon cas à moi, qui a telle spécificité, est-ce que ça marche aussi? Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais le prospect, il a souvent tendance à penser que son cas est un peu différent. Tu vois? Ça, c'est clairement l'inconscient qui parle. Hein. Autre objection, effectivement, c'est sympa, cette démo, j'aime bien, hein. Si seulement il y avait telle petite fonctionnalité en plus, là, j'hésiterais plus, ce serait tout bon. Troisième objection que j'entends régulièrement, ouais, c'est sympa, mais je suis pas trop fan de la couleur, pas trop fan du design. Avant d'aller plus loin, est-ce que ça te parle déjà, ça? Tu vois, est-ce que ça t'arrive, pendant ou à la fin des démos, d'être soumis à un feu assez nourri, soit de questions, soit d'objections, peut-être celles que je t'ai déjà proposées, là, peut-être d'autres. T'auras noté, hein, parfois, c'est des questions qui sont un peu lunaires, c'est-à-dire que ça... Il y a des questions qui sont pertinentes, etc., puis qui sont vraiment dans le sujet, puis il y a des questions où tu te demandes d'où ça vient, quoi. Le prospect, il te sort une question sur un micro-pouillème de détail, où tu es en train de lui montrer la vue d'avion de ton produit, puis il te demande si tel micro-paramètre est modifiable dans l'interface d'administration, etc. Et tu te demandes vraiment d'où ça sort. Je sais pas si ça résonne, ça. Ça sort de son inconscient. Son inconscient est en train de balancer la sauce pour résister tout ce qu'il peut, et puis là-dedans, il y a quelques questions, quelques objections qui vont arriver à se faire un vrai chemin et à être suffisamment claires pour que le cerveau conscient puisse les formuler. Alors évidemment, on peut y répondre à toutes ces questions, à toutes ces objections. C'est pas vraiment ça le sujet. Parce que la bonne question, c'est est-ce qu'il est encore temps de le faire? Tu vois, si on regarde ce qui se passe, le cerveau inconscient, il vient de balancer vers le cerveau conscient une espèce de nuage de doute. Et le doute, ça a un effet assez pernicieux, c'est que ça crée un ancrage, en fait. En psychologie, on appelle ça un ancrage. Ça crée un point de départ dans la conversation. Et après, quel que soit ton talent en tant que vendeur, toute la conversation va finalement tourner autour de ces doutes. Et ce sera extrêmement difficile de changer l'ancrage vers un point d'accroche beaucoup plus positif. Donc ça, c'est un premier effet qui se coule qui est assez frustrant. Et puis pour répondre à ces questions, ces objections, encore faut-il qu'elles soient formulées. Parce que dans l'immense majorité des cas, l'inconscient il a tellement noyé et envoyé la sauce côté questions et objections que le prospect il est capable de n'en formuler quelques-unes.
parmi la dizaine, la vingtaine, la trentaine de questions qui a surgi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est une histoire d'iceberg, quoi. On voit les quelques questions qu'on voit, c'est plutôt souvent intéressant, sympathique, ça prouve qu'il y a un minimum d'engagement, mais ce n'est que la partie visible. En dessous, il y a tout un embrouillamini de questions auxquelles on n'a pas accès, et sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, en fait, en tant que vendeur, hein, une fois qu'on est parti en mode démo. Moi, l'image que je ressens dans ces cas-là, hein, je sais pas si ça te parle aussi, c'est que le vendeur, à partir de ce stade-là, il va être en mode « je rame ». Je rame à contre-courant, je rame contre ses doutes, je rame contre ses questions, je rame contre ses objections, et du coup, c'est encore plus difficile de faire percevoir la valeur du produit que le prospect pourrait en tirer, parce qu'on est obligé de sauter, là, avec notre canot, là, par-dessus tout ce barrage de doutes et d'objections. Voilà, si on se projette juste un cran plus tard, au moment où on va parler du prix, parce que là c'était juste une démo, on n'a pas encore parlé du prix, au moment où on va parler du prix, cet ancrage qu'on a autour du doute, en fait c'est l'ingrédient parfait pour aller droit vers le discount. Ça, je ne sais pas si ça te parle, ça. En fait, le prospect il a envie d'obtenir peut-être un trophée de chasse, hein, avec un discount, même indépendamment des histoires de doute. Il se trouve que si en plus il a des doutes, c'est une double raison pour obtenir quelque chose. Au moins, il aura eu son discount, ça permet peut-être d'étouffer une partie des doutes. Si on regarde les conséquences de ce genre de problématique-là, c'est ça qui explique assez facilement que les cycles de vente s'étalent dans le temps. Quand on a un client qui fait le mort, qu'est-ce qui se passe en fait? On a juste un client qui est en train de se débattre avec ses questions, ses objections, qui sont pas assez claires pour qu'il puisse les formuler, ou peut-être qu'il n'ose pas les formuler. Et du coup, il attend que ça s'éclaircisse, mais c'est une telle soupe dans sa tête que ça s'éclaircit pas en fait. Et toi, comme t'as pas accès à ces questions, ces doutes, etc., ou t'as accès qu'à une petite partie d'entre elles, ça peut durer longtemps en fait. Hein. Je sais pas si t'es déjà arrivé d'avoir des clients qui font le mort, ou pour lesquels il y avait une impression plutôt sympa pendant la démo, puis en fait après, faut faire de l'assistance respiratoire pour qu'on fasse avancer la conversation. Je pense que tu comprends mieux déjà à ce stade, hein, pourquoi est-ce que j'ai observé que la démo sabote la plupart des ventes. On a ce double effet qui se coule. Premier effet où toi, en tant que vendeur, tu te retrouves dans les cordes, tu es sur le grill, soumis à un flot de questions, sans avoir quasiment aucun contrôle sur la conversation, parce que c'est l'autre personne qui tient le projecteur. Et puis deuxième effet qui se coule, qui est lié, hein, qui est que cet inconscient a déchaîné une espèce de tempête ou un nuage, on peut voir ça comme le nuage des poulpes, là, un nuage d'encre noire, qui embrouille complètement son cerveau en fait. Et comme c'est inconscient, la personne en face, le prospect, il n'est pas du tout capable de te dire ce qui se passe. Parce qu'il s'en rend pas vraiment compte en fait. Il est capable juste de voir les quelques questions qui surnagent, c'est tout, qu'il peut te poser. J'aimerais que tu prennes un instant pour mesurer ce que ça implique chez toi. Si ce que je te dis résonne, j'aimerais que tu prennes un instant pour mesurer ce que ça induit chez toi, que tu prennes conscience peut-être du temps que tu passes en démo, et derrière lequel ça patine après pour vendre, du temps que tu passes à discerner les prospects pour lesquels il y a une vraie probabilité qu'ils signent, des prospects pour lesquels en fait ils sont tellement embrouillés que ça signera jamais, que tu mesures peut-être l'impact que ça a sur le prix aussi, parce que cette démo, elle a du coup tendance à savonner la planche sur le prix, ça tire le prix vers le bas, même avant le discount en fait. Parce que ça va tirer vers le bas la valeur perçue, ça va tirer vers le bas les interrupteurs qu'on a besoin d'activer pour que le prospect soit en bonne disposition. À ce stade, tu ressens peut-être un porte-à-faux, qui est que, d'un côté, tu ressens sans doute que le client, il a besoin de comprendre un peu ce que fait ton produit pour être en mesure d'acheter, et à la fois tu vois bien les dommages collatéraux de la démo. Peut-être que tu te dis d'ailleurs que de toute façon, comme le prospect a besoin de voir le produit, comme tu te dis que le prospect a besoin de comprendre ce qu'il y a dans ton produit, la démo est de toute façon un point de passage obligé, du coup un mal nécessaire. Si tu penses ça, ou même si tu ressens le porte-à-faux, j'aimerais te proposer une autre façon de réfléchir. Quand tu es face à ton client, et que tu dois le convaincre que ton produit doit lui apporter et peut lui apporter de la valeur, est-ce que ça te serait utile d'être en mesure de lui faire percevoir, d'une part, tu vois, d'un côté, lui faire percevoir toute la valeur de façon extrêmement explicite que ton produit va lui apporter, et d'autre part, de répondre à ses questions, à ses objections, mais sans avoir réveillé l'inconscient. Tu vois, sans être passé par le mode panique. Est-ce que ça te serait utile d'avoir
le beurre, même la crème et l'argent du beurre. Le beurre, c'est-à-dire qu'il ait bien compris ce que fait ton produit. La crème, c'est de répondre à toutes ces questions, toutes ces objections tranquillement, sans avoir le mode panique, sans avoir cette espèce de tempête de résistance. Si ça résonne, eh bien je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante, parce que là, je pourrais t'apporter des solutions. Dans cette vidéo-ci, on a travaillé plutôt la prise de conscience du fait qu'effectivement la démo peut dans beaucoup de cas faire mal. Dans les vidéos suivantes, on va travailler les solutions face à ça. On va travailler un autre aspect qui est, mais si la démo c'est toxique, pourquoi est-ce que 99% des boîtes font des démos? Ça, c'est peut-être une question que tu te poses, et du coup, je vais y répondre. Et puis, il y a un autre sujet que j'ai dans les cartons, qui est que il se trouve qu'il y a une petite catégorie de prospects pour laquelle la démo est moins toxique que les autres. Alors, j'ai dit juste moins toxique. J'ai pas dit pas toxique. Mais en tout cas, pour cette petite catégorie-là, c'est intéressant d'en prendre conscience, et c'est intéressant de le savoir parce que dans l'expérience de démo que tu as pu avoir, tu as peut-être remarqué que c'était pas le même genre d'embrouille pour tous les prospects, hein, pas le même niveau tu te retrouvais pas forcément autant dans les cordes avec tous les prospects, ou t'avais pas forcément la même genre de rafale de questions avec tous tes prospects. Et du coup, une fois qu'on a identifié cette catégorie, c'est intéressant de savoir le détecter. D'ici là, j'ai besoin de toi, parce que là, on va en rester là pour cette vidéo. Il se trouve que moi, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs qui galèrent avec la vente, qui galèrent entre autres avec leurs démos, ou qui galèrent avec leur positionnement. J'ai accompagné maintenant on doit être à 150 entrepreneurs différents, principalement des startups et des petites boîtes de conseil. Ça me fait un énorme plaisir de partager ça, je pense que ça se voit et que j'ai pas mal d'énergie. Le fait que je le partage en vidéo comme ça et que ces vidéos soient publiques, c'est la première fois pour moi. C'est même la toute première vidéo. Du coup, pour savoir si ça vaut le coup de continuer, pour savoir si le ton est bon, si le message est le bon, j'ai besoin que tu me fasses un retour. Pour me faire un retour, c'est pas très compliqué, tu as 3 possibilités. La première possibilité, c'est de cliquer en dessous sur j'aime. Déjà, ça c'est le plus rapide pour toi, et puis moi ça me donne une information. La deuxième possibilité, c'est que tu t'abonnes, hein, tu cliques sur le bouton s'abonner pour recevoir les vidéos suivantes. Et puis la troisième possibilité, c'est celle qui m'aide le plus, c'est de mettre un commentaire. Dans le commentaire, qu'est-ce que tu peux mettre? Tu peux me dire si ça résonne pour toi. Si ça te parle, cette histoire de se retrouver sur le grill et dans les cordes face à un client, si ça te parle, cette histoire d'avoir une espèce de feu nourri de questions, parfois des questions complètement lunaires. Si ça te parle, cette espèce de tempête de résistance qui est déclenchée dans la tête du cerveau, si rétrospectivement c'est des choses que tu as pu observer chez tes clients, ou au contraire si tu as trouvé peut-être une faille ou une manière de faire qui permet de fluidifier ça. Je suis preneur de tout ça, ça me passionne et ça m'intéresse beaucoup que tu le partages avec le groupe. Voilà, donc je compte sur toi pour ces commentaires, ça permettra de me donner une belle patate pour continuer. Je te remercie pour ton temps, je te dis à très bientôt, c'était Nicolas de Libérer la Bête. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'impatience. À très bientôt, merci.